Et, mesdames et messieurs, nous allons donc poursuivre avec notre atelier dédié à l'Irak. Je vous rappelle, donc, si vous n'entendez pas, n'hésitez surtout pas à aller scanner le QR code derrière et vous suivez avec les écouteurs. Et après, c'est top. Donc voilà, et ben Maxime, on peut commencer. Donc, rebonjour à tous ceux qui sont avec nous et qui nous suivent aussi à distance, puisque je vous rappelle, cette session et toutes les sessions sont retransmises en live. Vous pouvez également adresser vos questions en live, on les lit. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Kevin Besançon, qui est donc adjoint du chef du service économique à Bagdad. Kevin qui donc a une très grande expérience sur la région, puisqu'il était avant basé donc, en Égypte et puis également en Ouzbékistan. Pour rappel, le service économique de Bagdad est rattaché au service économique régional de Beyrouth, c'est-à-dire qu'il gère l'Égypte, le Liban, la Jordanie, la Syrie, Israël, les territoires palestiniens, l'Irak et l'Iran. Et autre information importante, le service économique de Bagdad dispose également d'une antenne à Erbil pour couvrir le Kurdistan irakien. Mais alors, sans plus tarder, venons-en au thème de cette session. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'être avec toi, Kevin, pour parler d'Irak, car je pense que la question qui revient le plus souvent lorsqu'on a une session dédiée à l'Irak, c'est on en est où, tout simplement, dans ce pays, puisque c'est indéniablement un pays traversé par des secousses financières, sociales et bien sûr sanitaires, mais c'est un pays qui a bon de potentiel, à commencer par ses ressources naturelles. Je le rappelle, l'Irak est au 4e rang des économies du Moyen-Orient. Mais surtout subissant des guerres et des embargos sans discontinuité depuis 1980, mais également la défaite de l'organisation de l'État islamique en 2019 a marqué le début d'un long chantier qui est celui de la reconstruction. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Et j'ai envie de commencer par cette première question. Kevin, peux-tu nous faire un exposé actualisé du pays avec des éléments de compréhension clés pour les entreprises qui s'intéressent au marché irakien ? Merci beaucoup Lana et merci beaucoup d'ailleurs à toutes les équipes de BPI France qui se sont fortement mobilisées pour cet événement où on sent toute la vigueur de la reprise économique. Et merci beaucoup aux participants d'être présents ici et devant lesquels je suis d'ailleurs très heureux de représenter la Direction Générale du Trésor et l'ambassade de France en Irak. Alors l'Irak justement, comme tu le disais Lana, on en a beaucoup entendu parler ces dernières années pour les différents conflits qui s'y sont déroulés. Mais aujourd'hui, on va essayer de vous en parler autrement, sans bien sûr oublier le contexte. Le contexte de l'Irak, donc. Vous avez d'abord un contexte politique qu'on doit vous expliquer parce que nous avons des élections législatives qui auront lieu dans 3 jours dans tout l'Irak et donc c'est important de comprendre ce qui est en jeu. Vous avez en Irak d'abord une population chiite qui est majoritaire dans le pays et principalement implantée dans le sud du pays et jusqu'à la région de Bagdad. Vous avez ensuite des populations arabes sunnites qui sont dans l'ouest du pays, donc dans l'Anbar et la plaine de Ninive et qui, elles, ont été affectées par l'occupation de Daesh et qui sont principalement concernées par les opérations de reconstruction. Et enfin, vous avez le Kurdistan irakien, donc qui rassemble les Kurdes et qui constitue la seule région autonome du pays. Maintenant, pour le contexte économique, l'Irak, sans surprise, est avant tout un pays pétrolier, puisque le secteur représente 40 à 45% de son PIB chaque année, représente plus de 90% des revenus de l'État et 99% des exportations en valeur. Et c'est une situation qui est amenée à perdurer, puisque l'Irak dispose des 5e réserves au monde, est le 5e producteur mondial et dispose à peu près aujourd'hui de 80 années de production au rythme actuel. Donc ils vont continuer à miser sur cette manne. Malgré tout, ce secteur pétrolier permet également d'avoir une certaine richesse dans le pays, une richesse relative, puisque vous avez un PIB par habitant qui est d'environ $4 200, donc un niveau comparable à la Jordanie ou, si vous voulez, la moitié de ce qui se trouve en Turquie. Ce contexte économique, malgré tout, vous imaginez bien que dans l'année 2020 a été très compliqué puisque très fortement dépendante du secteur pétrolier, l'économie irakienne a été fortement touchée avec un recul du PIB d'environ 10% en 2020 et les conséquences que vous pouvez imaginer sur le déficit et l'endettement public. Mais en 2021, c'est l'année de la reprise. La hausse des cours du baril, en ce moment l'Irak exporte à 71-72 $ le baril, exporte pour l'Irak fédéral environ 3 millions de barils jour. Donc si vous voulez, vous aurez
vous avez un excédent de revenus par rapport à l'année dernière. Là, à fin septembre, vous avez 11 milliards de dollars supplémentaires par rapport à l'ensemble de l'année 2020. Donc, on a maintenant une situation dans laquelle on retrouve de la croissance. On espère avoir 2% de croissance en 2021 selon la Banque mondiale et même 8% en 2022. Même si nous, au service économique, notre estimation est un peu plus lissée sur les 2 années, puisqu'on estime que ce sera supérieur à 2% cette année et peut-être inférieur à 8% en 2022. Dans tous les cas, la situation est bonne, la reprise est là et nous espérons que ces excédents de revenus vont permettre aux investissements essentiels des infrastructures de revenir cette année. Ensuite, vous avez les fragilités structurelles, puisque là on a parlé de l'embellissement économique qu'on prévoit, mais il y a des fragilités de plus long terme qui existent en Irak et qui ont été assez peu abordées depuis 2003. En réalité, cette manne pétrolière a essentiellement servi à embaucher dans la fonction publique pour capter la demande d'emploi de la jeunesse. C'est un pays avec une forte croissance démographique, 2,3% par an en moyenne, et donc vous avez 800 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année, et c'est essentiellement le secteur public qui les recrute. On est passé d'1 million de fonctionnaires en 2003 à 4 500 000 aujourd'hui, ce qui représente à peu près 40% de la population active et qui pèse sur le budget de l'État, puisque nous avons maintenant des dépenses de fonctionnement qui représentent 80 à 85% des dépenses publiques chaque année. Et le gouvernement souhaite un peu sortir de cette dynamique, mais là-dessus, je vais y revenir. Et le secteur privé n'est pas tout à fait capable d'absorber cette masse de jeunes qui arrivent sur le marché du travail parce qu'il est assez peu développé. Et on en veut pour preuve le climat des affaires qui n'est pas encore excellent en Irak, puisque dans le dernier classement Doing Business, l'Irak figure à la 172e place du classement. Merci beaucoup pour cette présentation, Kevin. Maintenant, venons-en au sujet d'intérêt pour nos entreprises. Quels sont, selon toi, les grands projets de reconstruction et quelles sont aussi les réformes économiques porteuses de potentiel d'affaires ? Bien, alors si nous lions ces deux sujets, la reconstruction et les réformes économiques, c'est parce qu'ils le sont de plus en plus dans le paysage irakien. Vous aviez en 2017, après la fin de la guerre contre Daesh, une vraie volonté de reconstruction donc, dans ces zones-là. Mais vous avez eu fin 2019 et début 2020 un très fort mouvement de contestation sociale qui avait des bases économiques, c'est-à-dire de la demande d'emploi pour les jeunes, demande d'accès à l'électricité, à l'eau, demande de services publics. Ce mouvement de contestation sociale a débouché sur une démission du gouvernement qui était en place et la mise en place à partir de mai 2020 d'un gouvernement réformateur qui a publié un livre blanc de réforme économique et qui a décidé de procéder à une reconstruction économique de l'ensemble du pays. Donc c'est pour ça que quand on parle de la reconstruction, c'est maintenant plus général que les seules zones qui ont été touchées. Ce marché de la reconstruction, il concerne principalement et en priorité pour le gouvernement irakien, le secteur de l'électricité. L'Irak a massivement investi ces dernières années dans le secteur de l'électricité. C'est même le pays au monde où la croissance est la plus forte sur la dernière décennie. On a plus 12% en moyenne annuelle sur la dernière décennie. Vous avez malgré tout un très grand problème puisque en majorité la population a accès à 8 à 12 heures d'électricité par jour sur le réseau public et tout cela vient du fait que les centrales ont été assez peu maintenues. Vous avez un parc qui fait environ 20 gigawatts, dont seulement 12 à 14 sont pleinement fonctionnels. Et vous avez une demande qui est en moyenne de 24 gigawatts, qui correspond à 24 gigawatts et qui monte même à 30 en période de pic estival. Donc chaque année, vous avez un mouvement de contestation sociale lié à ces coupures estivales et même le reste de l'année. Donc c'est vraiment dans ce secteur-là qu'ils souhaitent qu'on investisse. D'abord dans la maintenance de l'existant, ensuite dans les opérations sur le réseau. Le réseau électrique irakien est aujourd'hui assez défaillant, peu d'investissements ont été faits et 58% de l'électricité en moyenne, on l'estime, est perdue au cours de l'acheminement. Donc le gouvernement irakien souhaite vraiment faire quelque chose pour lutter contre ça. Qu'est-ce qu'il souhaite faire d'autre dans le domaine de l'électricité ? C'est développer son potentiel solaire. C'est-à-dire que l'Irak bénéficie d'un ensoleillement, comme vous pouvez l'imaginer, quasiment toute l'année, mais n'a que 30 à 40 mégawatts de centrales solaires qui fonctionnent réellement. Donc ils ont lancé un grand plan pour avoir environ 20% de leur électricité produite à partir du renouvelable d'ici 2030, ce qui implique d'installer environ 7,5 gigawatts de centrales photovoltaïques. Vous avez certainement entendu parler récemment de grands investissements de Total dans le secteur en Irak. Ça en fait partie de cette stratégie, mais il reste de la place. Ensuite, on est très attendu dans le secteur de l'eau. L'Irak, comme on l'a tous appris, est traversé par le Tigre et l'Euphrate, mais aujourd'hui,
ces fleuves qui trouvent leur amont en Iran et en Turquie font face à une baisse de flux puisqu'il y a des constructions de barrages qui se font en amont. Et l'Irak est par ailleurs touché par le réchauffement climatique comme tout le monde, qui réduit ses ressources en eau et la salinisation des terres dans le sud du pays. Donc ce qui est attendu de notre part, c'est d'abord dans le domaine urbain, dans le domaine de l'eau urbaine, c'est des opérations de traitement de l'eau. Ça va être des opérations sur les réseaux d'eau, puisque là aussi on a 50 à 60% de l'eau qui est perdue, de l'eau urbaine qui est perdue sur le réseau. Et dans le domaine de l'agriculture, ça va être des méthodes pour optimiser l'approvisionnement en eau, pour optimiser l'irrigation aussi. Ensuite, vous avez le secteur pétrolier et gazier. Alors, je ne vais pas parler de l'amont, puisque c'est réservé quand même à quelques initiés, et la stratégie du gouvernement actuel, c'est plutôt de travailler sur l'aval, donc la raffinerie et la pétrochimie, puisque l'Irak produit beaucoup de pétrole brut, le vend, et ensuite réimporte une grande partie, et pour 4 à 5 milliards de dollars par an, de produits pétroliers dérivés. Donc, ils souhaitent intégrer le secteur, donc ils ont commencé à procéder au développement de nouvelles raffineries. Alors, c'est principalement des investissements asiatiques sur ces projets, coréens, japonais, chinois, mais les entreprises françaises peuvent se positionner et on le voit déjà et c'est déjà en cours. Ça, c'est pour les besoins qui sont immédiats. Pour la suite, vous allez avoir deux secteurs qui intéressent les autorités, mais qui vont venir à partir de 2022-2023. Ça va être le secteur des transports, puisque l'Irak souffre d'un déficit de transport, notamment urbain. L'interurbain, ce sera encore dans un troisième temps. Vous avez une capitale comme Bagdad, qui a 9 millions d'habitants, mais qui n'a aucun système de transport de masse collectif existant. Et c'est pareil pour des villes comme Bassora, des villes comme Erbil, qui sont en attente d'un système qui permettrait aux habitants de se déplacer et aussi à la main-d'œuvre. Donc ça, c'est le premier secteur à moyen terme. Et l'autre, ce sera le secteur de la santé, qui est largement sinistré. Et l'année 2020 a fait ressortir justement les déficits dans ce secteur-là. Et on sait que le gouvernement souhaite lancer un nouveau plan hospitalier dans les années à venir, même si pour l'instant, on ne voit pas encore les financements venir. Merci beaucoup. Donc on a parlé du pays, on a parlé des grands projets liés à la reconstruction. Maintenant, venons-en vraiment, redescendons encore plus. Si je suis une entreprise française et que je souhaite être accompagnée, et que je souhaite investir ou exporter en Irak, quels sont les dispositifs et les mesures d'accompagnement que j'ai à m'apporter ? Très bien. Alors déjà, pour vous accompagner, vous avez justement l'image de la France. Depuis 2017, avec la fin de la guerre contre Daesh, la France et l'Irak ont développé une relation politique et économique assez forte, qui s'est encore traduite récemment par une visite du président Macron qui était à Bagdad, à Erbil et à Mossoul début septembre. Et c'est quelque chose de réel pour les Irakiens, c'est une image de confiance qu'ils ont. Ensuite, nous avons mis en place des financements. J'entends par là la ligne du milliard. Cette ligne du milliard, elle regroupe des financements à la fois de l'Agence française de développement, des prêts directs du Trésor, l'Irak n'est pas éligible aux prêts concessionnels, et évidemment des garanties BPI sur crédits commerciaux export. Donc ce financement du milliard, il sert à approvisionner vos potentiels clients publics et pour cela, vous devez travailler avec, justement dans les secteurs qu'on vient de mentionner, aller rencontrer les autorités locales et ça, on peut vous aider pour le faire et identifier avec eux un périmètre technique et financier pour un projet et ensuite revenir vers BPI, revenir vers la Direction Générale du Trésor pour essayer de voir comment vous pouvez financer ce projet. Il faut en parallèle que votre client public irakien fasse aussi bien ces démarches, parce que c'est des financements qui sont assez nouveaux. L'Irak recevait historiquement des prêts budgétaires, mais désormais, tous ces modèles d'export finance sont mis en place et les Irakiens essaient de les appréhender, mais comme quelque chose de nouveau. Donc, vous avez besoin que votre client fasse remonter sa demande au ministère du Plan, puis ensuite au ministère des Finances, puis ensuite la fasse intégrer à la loi de finances de l'année suivante. Et enfin, une fois que votre projet est inscrit, nous, ça nous permet de finaliser le financement et de finaliser notre offre que nous négocions avec le ministère des Finances irakien. Ça, c'est pour l'accompagnement financier, mais nous pouvons aussi, au service économique, vous apporter du contexte plus précis. Là, on a essayé de brosser un peu tous les secteurs et rapidement, mais s'il faut entrer dans le détail, on peut le faire aussi, pour vous présenter un peu les besoins, pour vous présenter les opportunités qui sont réelles et essayer de vous dire sur quel financement vous pouvez vous positionner, qui ne sont d'ailleurs pas forcément uniquement français.
Ensuite, on a un accompagnement nécessairement sécuritaire, hein. On est quand même en Irak, et donc on tient beaucoup à ce que les Français qui se déplacent puissent bénéficier d'un accompagnement réel. Et pour ça, on a donc d'autres services à l'ambassade qui vont s'occuper de pouvoir faire des entretiens avec vous, donner des indications sur où vous pouvez vous rendre, quand vous pouvez vous rendre, comment, quel dispositif d'accompagnement est nécessaire. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous parce que la situation l'impose. Enfin, je pense que vous pouvez aussi, ce qui est très important, c'est être en contact avec d'autres entreprises qui sont présentes sur place. Et vous en avez déjà beaucoup. On parlait Total tout à l'heure, mais vous avez aussi GE France, vous avez Schneider Electric qui travaillent sur les grands projets publics. Et puis dans le nord du pays, au Kurdistan, vous avez des entreprises comme Carrefour, comme Danone, Bureau Veritas, qui sont présentes. Et qui, je pense que se connecter avec elles vous permet aussi d'avoir une meilleure image du climat des affaires local et de mieux l'appréhender. Et bien évidemment, vous avez aussi nos amis du MEDEF qui, via le Conseil d'affaires franco-irakien, le chapitre français, peuvent organiser régulièrement des événements sur des thématiques particulières que vous pouvez demander et éventuellement des missions en Irak bientôt si elles reprennent. Pour l'instant, il n'y en a pas encore de prévu en raison de la situation sanitaire, tout comme les salons d'ampleur, mais dès que tout ça reprendra, tous les gens intéressés pourront être informés, bien entendu. Merci beaucoup Kevin, un exposé très détaillé donc, de l'actualité dans le pays et des opportunités pour les entreprises. Nous avons donc 10 bonnes minutes qui nous restent pour la session de questions-réponses. On a déjà une première question là-bas. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Je voudrais savoir où ça en était, ces fameux contrats pour l'aéroport de Mossoul et le métro de Bagdad. Voilà. Et puis, comment ça va se passer pour Total ? C'est assez large. Alors, pour l'aéroport de Mossoul, d'abord, puisque c'est la première question, nous avons réalisé cette année avec ADPI une étude de faisabilité pour déterminer justement le périmètre technique du projet et également le périmètre financier. Et un consortium d'entreprises françaises s'est constitué. Il est emmené par Vinci et il est en cours de négociation avec les autorités irakiennes pour la remise de son offre. Le deuxième projet, c'était le métro de Bagdad. Le métro de Bagdad, c'est un sujet qui court depuis 2013. Vous en avez sûrement beaucoup entendu parler. C'est pareil, les négociations sont en cours. Ça se ferait également et potentiellement avec un financement français. Mais c'est un projet d'ampleur qui prend du temps. Comme on le dit, il y a un réel besoin en Irak. Il y a des négociations longues avec le ministère des Transports, mais on espère le voir aboutir très prochainement. Pour Total, écoutez, ils ont signé cet investissement de 10 milliards de dollars le 5 septembre dernier, en présence de toutes les autorités. Ça couvre un secteur très important pour l'Irak, c'est le gaz associé, le brûlage du gaz associé qui concerne actuellement la moitié du gaz associé produit par les puits de pétrole, et aussi des projets dans le secteur photovoltaïque, comme on le disait, avec un parc d'1 gigawatt, et puis d'autres projets annexes. Donc voilà où en sont ces trois projets-là. Ils avancent et nous espérons qu'ils se verront sur le terrain très prochainement. On a encore 2 questions. Donc, monsieur en premier. Oui, bonjour, Laurent Bénin. En Irak, le nouveau gouvernement irakien qui devrait être... maintenant, les élections sont bientôt là. Est-ce qu'il va y avoir des dispositions sur la corruption de prise par ce gouvernement ? Alors, vous avez raison, la corruption, c'est un phénomène dont beaucoup de gens parlent en Irak, qui est réel et qui existe, et contre lequel le gouvernement actuel essaie de lutter. Il y a encore eu une conférence menée par le Premier ministre récemment, et on espère que des mesures seront prises très prochainement également. Le prochain gouvernement, c'est un peu difficile pour moi d'en parler puisque je ne connais pas encore le résultat des élections du 10 octobre, même si le problème persistera, et on espère qu'il sera couvert par le prochain gouvernement. En tout cas, c'est une demande internationale. C'est une demande qui est faite constamment, qui est rappelée, et on voit déjà des progrès dans certains domaines. Dans le livre blanc, vous avez d'ailleurs des mesures pour lutter contre la corruption dans l'attribution des marchés publics, etc. etc. Et on le voit, la pression monte. Une deuxième question par ici. Oui, merci beaucoup. Je voulais savoir qui sont les grands concurrents de la France sur ce marché de la reconstruction ?
Alors, d'abord, vous avez les concurrents régionaux, on va dire. Vous voyez, on a la Turquie ici, on a l'Iran qui est là. Ils ont un potentiel dans le BTP qui est réel. Ils ont une présence effective et puis ils ont nécessairement des coûts qui sont plus faibles que nous pour acheminer une partie des approvisionnements. Donc déjà, c'est un premier concurrent. Ensuite, si on prend le secteur solaire, photovoltaïque, on va avoir des concurrents qui viennent plutôt du Golfe, des concurrents qui sont chinois également, qui remettent des offres en ce moment. Dans le secteur de l'eau, je vois pas beaucoup de concurrents pour l'instant et enfin dans le secteur des raffineries, c'est des concurrents, comme je disais tout à l'heure, qui sont essentiellement asiatiques, donc japonais ou coréens. Troisième question derrière. Merci, Feta Ouzeni, cabinet EY. Je suis en charge du développement dans toute la région MENA. Moi j'ai deux petites questions. La première, dans l'industrie. D'après vous et votre expérience, quelles sont les filières industrielles où les entreprises françaises, effectivement, pourraient se positionner, mais pour une finalité régionale? Alors, moi-même, effectivement, dans une précédente vie, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'aéronautique avec les Irakiens et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec des ingénieurs irakiens. Donc, il y a une capacité industrielle. La deuxième question, c'est dans le domaine de la formation. Vous avez parlé, effectivement, de plusieurs millions de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Quel est le potentiel du marché de l'emploi? Merci. Alors, le potentiel du marché de l'emploi, d'abord, parce que je vais commencer par la deuxième question, de l'éducation. Alors, ok. Bon, ça se recoupe. Vous avez en Irak un système de formation où, en gros, vous avez des gens qui sont diplômés niveau master et puis des gens qui ne sont pas diplômés. Donc, vous avez un gap sur le marché de l'emploi qui va être au niveau technique, essentiellement. Donc, si vous avez un besoin de formation, vous, à apporter, ça va être dans ce domaine-là quand vous cherchez à développer des activités en Irak. Vous allez trouver des gens diplômés en ingénierie, alors assez peu en maintenance, même si c'est un besoin dans tous les domaines qui est assez peu développé pour l'instant, mais vous avez un gap qui se fait à ce niveau-là. C'est à peu près tout, je pense, que ce qu'on peut dire sur les besoins d'éducation et les besoins de formation que vous pouvez mettre en place. Mais dans tous les cas, ils sont hautement nécessaires et requis par le gouvernement, puisqu'ils cherchent vraiment à former la population et les jeunes à autre chose qu'entrer dans la fonction publique. Donc, dans tous les projets que vous allez mener là-bas, on va vous demander vraiment de former la jeunesse aux différents emplois qui peuvent être occupés. Et la première question, c'était le potentiel de développement industriel, et notamment dans l'aéronautique. Bon, alors il y a effectivement un tissu industriel qui existe, qui a été assez peu développé depuis 2003. Donc vous allez retrouver justement toutes les industries qui existaient avant, mais je dirais qu'elles ont besoin d'être modernisées. Donc avant d'investir, il faut les moderniser. Et nous, ce qu'on recommande aux entreprises, c'est d'abord d'exporter, d'abord de créer des partenariats locaux et progressivement de monter en capacité. Pour l'instant, je ne vois pas d'industrie aéronautique émerger demain en Irak, mais on ne sait jamais. Ce qui nous est beaucoup demandé en ce moment, c'est l'industrie agroalimentaire. L'Irak importe environ 80% de ses besoins agricoles et exporte uniquement des dattes dans le domaine. Et donc, ils cherchent vraiment à développer ce secteur-là parce que ça leur permettrait justement d'absorber une partie de la main-d'œuvre et d'exploiter leurs ressources naturelles également inexploitées. Vous avez en gros de l'élevage dans le nord et des cultures dans le sud, et l'idée ce serait vraiment de diversifier tout ça. Et on y travaille également, et d'ailleurs le ministre de l'Agriculture irakien est en ce moment à Clermont-Ferrand au sommet de l'élevage pour essayer de développer nos partenariats. On a encore une autre question. Bon. On n'a pas parlé des résultats des élections et l'impact de ces élections au cas de changement en relation avec les entreprises françaises ou les investissements en cours. Bien. Alors, sur les élections, elles auront donc lieu le 10 octobre et elles conditionnent la nomination du président, du Premier ministre et du président du Parlement. Vous êtes en Irak dans un système parlementaire, voire ultra-parlementaire. Donc les élections qui vont arriver vont se faire, et avec les élections,
vont sortir différents petits partis politiques, puisqu'il n'y a pas deux grands partis majoritaires, c'est une multitude de petits partis qui doivent s'entendre pour désigner tous ces gens. Et pour ce faire, ça prend parfois beaucoup de temps. Donc on peut attendre quelques semaines à quelques mois de gouvernement provisoire, et en attendant, assez peu de décisions dans le domaine économique où les prérogatives d'un gouvernement de gestion des affaires courantes sont limitées. Sur le résultat des élections en soi, je peux difficilement me prononcer. Tout ce que je sais et ce que je peux vous dire, c'est que la majorité des partis politiques partagent le constat qui est fait dans le livre blanc qui a été publié en octobre 2020, où il y a une nécessité de réformer, de diversifier l'économie irakienne, de faire émerger un secteur privé et de bénéficier pour ça d'une forme d'accompagnement international sous forme de prêts, mais aussi, on en parlait tout à l'heure, sous forme d'assistance technique et de formation. Donc ces priorités-là, peu importe le résultat des élections, a priori, elles resteront. On ne devrait pas avoir de changement majeur à ce niveau-là, de négation du constat. Voilà pour ce que je peux dire sur les élections. Encore le temps pour une ou deux questions. Alors on en a une là, le micro arrive. Bertrand Caro, vous avez évoqué les industries agroalimentaires et les besoins d'investir dans la transformation. Est-ce que vous pouvez être plus spécifique? Est-ce que c'est la transformation de certaines matières produites localement? Est-ce que c'est par rapport à un besoin consommateur particulier? Alors, c'est d'abord la transformation de la matière produite localement. Si vous prenez l'exemple des dattes, par exemple, qui sont produites, aujourd'hui, elles sont vendues en vrac dans la région, alors qu'elles pourraient être empaquetées, exploitées et mieux exportées. Ensuite, vous avez le développement de filières aussi agricoles pour fournir justement les intrants à l'industrie agroalimentaire. Il y a beaucoup de demandes en matière d'élevage pour fournir le marché local d'abord et pour entrer en concurrence avec les fournisseurs régionaux qui approvisionnent le marché irakien. Pour être plus spécifique, on a aussi un service agricole au service économique régional à Beyrouth. Et donc on pourra échanger et je pourrais vous mettre en contact avec ces personnes qui pourront vous recommander un peu comment procéder sur ce marché. Encore une dernière question. On a encore deux en fait. Une question, là, dans la région, l'Irak a des accords commerciaux aujourd'hui avec l'Arabie Saoudite, l'Iran ou la Turquie? Alors, l'Irak a des accords commerciaux. En fait, c'est pas vraiment en termes d'accords commerciaux. Il y a déjà, il y a beaucoup de commerce qui se fait avec l'ensemble des pays voisins, mais c'est au-delà des accords commerciaux. Ces échanges-là, ils se développent maintenant beaucoup avec l'Arabie Saoudite. Vous avez l'ouverture de postes frontières qui se sont faits récemment. Vous avez les mêmes avec la Turquie ici, et vous avez beaucoup de transit de marchandises par l'ensemble du pays. Donc, il n'y a pas d'accord préférentiel. On en a un, nous, l'UE, avec l'Irak, mais pour le reste, ça va être vraiment au jour le jour que les choses vont se faire, et il n'y a pas particulièrement besoin d'encadrer ce commerce régional pour que ces marchandises approvisionnent l'Irak. Très bien, et la dernière question ici. Bonjour, Jean-Christophe Long. Oui, une question concernant la logistique dans ce pays. Quelle est votre appréciation sur les capacités? Est-ce qu'il y a vraiment des gros progrès à faire dans différents domaines? Merci. Alors, il y a effectivement des progrès à faire, puisque vous avez deux points d'entrée principaux en Irak pour les marchandises qui arrivent d'Europe. C'est le port d'Oum Kassar qui est ici, à côté de Fao. D'ailleurs, c'est un nouveau projet portuaire aussi, porté par les Coréens. Et vous avez Zahro ici, par la frontière turque. Et sinon, vous avez les aéroports de Bagdad et d'Erbil qui ont aussi des terminaux cargo. Vous voyez bien que il y a de la distance entre tous ces endroits, et donc il y a des besoins d'améliorer la logistique. Vous n'avez pas de transport de conteneurs par train, etc., qui sont aujourd'hui développés. Donc tout se fait par camion. Donc là-dessus, il y a de réels besoins, et on sait que le gouvernement irakien cherche à développer des ports secs en Irak et cherche à développer beaucoup de ce type d'infrastructures, et éventuellement aussi le transport fluvial. Pour l'instant, c'est des projets. On en a assez peu qui ont été développés, mais c'est un réel besoin, et c'est une réelle question. Vous, quand vous exportez vers l'Irak, une fois que vos marchandises sont ici ou ici, comment est-ce qu'elles vont rejoindre les autres endroits? Puisque vous avez aussi la situation sécuritaire qui doit mener votre pilotage des convois. Très bien, mais écoutez, je pense que c'est la fin de notre session. 1 minute plus tôt que prévu, mais preuve en est que les sujets ont été couverts par toi, Kevin, et merci beaucoup pour cette présentation très exhaustive.
Et puis voilà, nous commençons notre prochaine session d'ici 10 minutes. Merci beaucoup, Kevin. Merci à tous.